Nicolas Lambert freina brusquement, avec la certitude d'avoir percuté quelque chose ou quelqu'un. Il n'y avait rien. Un jeune garçon efflanqué, âgé d'environ 8 ans, avait simplement appuyé sa main contre la vitre immaculée de sa Porsche, à la sortie du centre commercial. La trace de ses doigts était restée, petite, distincte, telle une empreinte digitale laissée par une main souillée. Et il s'extirpa de son véhicule, le pouce accélérant de manière vertigineuse. « Enlève ta main de là. » Le gamin fit 2 pas en arrière, sans se presser, adoptant une distance respectueuse. Il était pieds nus, vêtu d'un t-shirt bien trop grand pour lui, ses cheveux plaqués sur son front par la transpiration. Dans ses mains, il serrait un papier chiffonné avec une délicatesse surprenante, comme s'il protégeait un oisillon. Ses yeux, immenses et vifs, trahissaient une intelligence précoce. « Pardon, monsieur, je ne faisais que regarder. » Nicolas extirpa de sa poche un mouchoir en soie et frotta la vitre avec une énergie agacée jusqu'à ce que la marque disparaisse complètement. Il jeta un regard circulaire autour de lui. Une foule de silhouettes élégantes, chargées de sacs de luxe, laissant dans leur sillage des parfums capiteux. Des éclats de rire qui naissaient et mouraient dans l'atmosphère aseptisée du parking. Le sol en époxy lustré reflétait les néons comme un miroir. Cet environnement était le sien, son habitat naturel. Le garçon, lui, était une anomalie. « Où sont tes parents ?» lança-t-il, plus par réflexe social que par intérêt sincère. « J'en ai pas. »« Comment ça ?»« Je sais pas. »« Je n'en ai pas, c'est tout. » Nicolas replia son mouchoir, une violente envie de regagner l'habitacle de sa voiture et de s'éloigner de cette interaction le submergeant. Son smartphone vibra. Un message de son assistant, Stéphane Dupont, dîner à 20h. Le maire, Pierre Dubois, a confirmé. Vous prendrez la parole en clôture. Il laissa échapper un soupir d'exaspération. Il était en retard. Qu'est-ce que tu me veux ? Demanda-t-il d'un ton sec, cherchant à clore la conversation. Rien. Le garçon brandit le papier. Enfin, si, il y a ça. Est-ce que vous pourriez me le lire ? Je ne fais pas l'aumône. Ce n'est pas pour de l'argent, c'est juste pour lire. Moi, je ne sais pas. L'enfant approcha le papier un peu plus. C'était une note jaunie, usée par d'innombrables pliages. Nicolas marqua une pause. Son premier instinct était de refuser et de partir, mais la voix du garçon possédait une sincérité désarmante, dénuée de tout drame, sans un pleur, une simple demande. D'accord, mais vite, concéda Nicolas en prenant le billet. Il le déplia. L'écriture était mal assurée, les lettres inégales. Des taches d'encre bavaient sur les bords. Tout en haut, les mots « mon fils » avaient été tracés avec un soin particulier, comme si la personne y avait consacré un long moment. Il parcourut les premières lignes et sentit son souffle se couper. « Mon fils, si tu lis cette lettre, cela signifie que je n'ai pas pu revenir te chercher. Je t'ai confié au foyer lorsque tu étais encore un bébé. Ce fut la décision la plus déchirante de ma vie. J'étais malade. Je t'ai chéri dès l'instant où tu es né. Tu trouveras une boîte bleue contenant tes affaires dans le grenier de la maison où je vivais. C'est au 247, rue des Fleurs, dans un petit village de Normandie. Si tu t'y rends un jour, j'espère que tu pourras me pardonner. Avec tout mon amour, ta maman, Valérie Leclerc. » Nicolas replia le document avec précaution, craignant de l'abîmer. Le garçon fixait ses lèvres, comme pour tenter de déchiffrer les mots par leur simple articulation. « Alors, monsieur ? Ça dit quoi ?» Nicolas le dévisagea, remarquant ses pieds nus et sales, ses ongles rongés, une égratignure sur son genou. Il vit aussi l'esquisse d'un sourire, fragile et plein d'espérance. Une boule se forma dans son estomac. Il songea au dîner, à Pierre Dubois, au flash des photographes, au dessert en compagnie de son supérieur, qu'il appelait familièrement par son prénom. Il songea à sa voiture, à sa montre de luxe, à sa grande demeure aux murs immaculés et aux œuvres d'art parfaitement alignées, un univers stérile, maîtrisé, si éloigné de cet enfant et de sa lettre. « Je dois y aller, » déclara Nicolas, tentant de chasser le malaise qui l'envahissait. « C'est vraiment important, » murmura le garçon. L'agent de sécurité du centre commercial s'approcha, l'air soupçonneux. « Tout se passe bien, monsieur ? » « Oui, aucun problème, » répondit Nicolas, la main déjà posée sur la portière.
Il lui rendit le papier. Le garçon le reçut à deux mains, le serrant contre lui comme un objet sacré. Un silence pesant s'installa. Nicolas aurait pu tout lui lire, lui dire la vérité, lui expliquer comment trouver l'adresse. Il aurait pu passer un appel, organiser une aide, affréter un chauffeur pour conduire l'enfant en Normandie. C'était à sa portée, ce serait même facile. Moi non plus, je ne sais pas lire, dit-il. Le mensonge sortit de sa bouche, glacial et parfait. Le garçon cligna des yeux, décontenancé. Vous ne savez pas? Non. Demande à quelqu'un d'autre. Nicolas monta dans sa Porsche, alluma le moteur et claqua la portière. La vitre électrique remonta, isolant l'habitacle des bruits extérieurs. Dans son rétroviseur, il aperçut la silhouette immobile du gamin, le papier pressé contre son torse. Il ne pleurait pas. Il se contentait de regarder, avec l'air de celui qui espère un revirement de dernière seconde. Le vigile lui adressa la parole, mais Nicolas n'entendit pas ces mots. La main de l'enfant se leva dans un geste ambigu, ni une prière, ni un signe de la main, juste un geste suspendu. Nicolas enclencha une vitesse et s'éloigna lentement. Son cœur battit la chamade pendant quelques centaines de mètres avant de retrouver un rythme plus normal. Au feu tricolore, son téléphone vibra de nouveau. Le maire est là. Il tapa un « OK », bref en réponse. Le feu passa au vert. La Porsche accéléra en douceur. Pourtant, l'image de la petite main sur la vitre refusait de le quitter. Elle revenait, tenace. Nicolas baissa légèrement sa fenêtre, espérant que l'air frais dissiperait ses pensées. Ce fut inutile. Au croisement suivant, il s'immobilisa bien avant la ligne, alors que le feu était toujours vert. L'automobiliste derrière lui le gratifia d'un coup de klaxon. Il redémarra. 2 pâtés de maison plus loin, il se gara devant le restaurant gastronomique. Le voiturier se précipita. Il connaissait bien ce client. « Bonsoir, monsieur Lambert. »« La table habituelle ?»« Oui. » Nicolas lui confia la clé et ajusta le col de sa chemise. Le maître d'hôtel l'accueillit avec un sourire professionnel. L'intérieur était feutré, éclairage indirect, fond musical discret, tintement des verres en cristal, arôme de beurre, d'épices et de grands crus. Tout était maîtrisé, sans surprise. Pierre Dubois vous attend, l'informa Stéphane Dupont en s'approchant. Nous prendrons la parole après le dessert. La presse souhaite une photo. Nicolas acquiesça. Un serveur versa de l'eau pétillante dans son verre. Il le remercia d'un signe de tête. Les convives étaient des visages connus, des industriels, des membres du cabinet, des gens aux mains manucurées. Les conversations tournaient autour d'un nouveau complexe résidentiel, d'un marché public, d'un projet d'énergie renouvelable. On riait des mêmes plaisanteries, on employait le même jargon, développement durable, responsabilité sociétale, impact positif. Toutes mes félicitations pour le centre commercial, lança le maire. Un atout pour la ville. Merci, monsieur le maire. Le sourire de Nicolas était impeccable, le fruit d'années de pratique, mais sa main posée sur son verre était agitée d'un fin tremblement. Il inspira profondément. Il revit le garçon du parking et son papier froissé. Rue des Fleurs, 247. L'adresse tournait en boucle dans son esprit. 247, 247, 247. Un souci? S'enquit Stéphane à voix basse. Vous êtes un peu blême. Un déjeuner trop rapide, mentit Nicolas. Pour la seconde fois. Le serveur présenta l'entrée, un bœuf bourguignon déstructuré. Nicolas en prit une bouchée sans en percevoir la saveur. Le maire exposait un projet caritatif pour l'enfance, en partenariat avec le secteur privé. Nous comptons sur votre soutien, conclut-il avec un sourire. Nicolas lui rendit son sourire. À l'intérieur de lui, le billet semblait prendre vie. Il fouilla la poche de sa veste à la recherche de son téléphone et tomba sur le vieux porte-clés qu'il conservait par superstition. C'était un objet en métal, lourd, portant la gravure 12B. Son premier appartement, acheté bien avant d'avoir un chauffeur et une place de stationnement réservée. Il se souvint du couloir exigu, du bruit de la télévision du voisin, de la dame du 12 à qui déposait parfois du pain devant sa porte. À cette époque, il aurait lu le billet sans la moindre hésitation. Ce soir, il ne l'avait pas fait.
Monsieur Lambert. Le maître d'hôtel se pencha vers lui. Le photographe de la mairie aimerait prendre un cliché dans le jardin. Volontiers, répondit-il. Ils traversèrent la salle pour rejoindre le jardin d'hiver. Végétation luxuriante, éclairage soigné, un bassin peu profond tapissé de galets blancs. Le photographe fit ses réglages. Un peu sur la droite, monsieur le maire. Parfait. Le flash crépita, et dans cette lumière aveuglante, Nicolas revit la main du garçon sur la vitre. Ce n'était plus un souvenir, c'était une vision, aussi nette que si elle s'était imprimée sur sa rétine. Monsieur ? Le photographe parut surpris par son immobilité. Excusez-moi. Nicolas se ressaisit et afficha son sourire de circonstance. Clic. Clic. L'affaire était dans le sac. Le maire lui serra la main avant de rejoindre d'autres invités. Stéphane lui détailla le déroulement des discours, quelqu'un fit une remarque sur la une d'un magazine. Nicolas opinait du chef, l'esprit ailleurs. De retour à sa table, son téléphone vibra. Une alerte d'un site d'information locale. Il déverrouilla l'écran. Le foyer municipal pour enfants affiche complet. Plusieurs jeunes laissés à la rue. L'article était illustré par la photo d'un portail derrière lequel attendaient 5 garçons. L'un d'eux, cheveux sombres et t-shirt ample, ressemblait à celui du parking. Ce n'était pas lui, mais ça aurait pu. Nicolas verrouilla son téléphone et, machinalement, ouvrit l'application de notes. Il écrivit « Rue des Fleurs, 247. Boîte bleue. Valérie Leclerc. » Il relut, effaça, réécrivit, puis enregistra. « Puis-je vous servir la suite, monsieur Lambert ?» S'enquit le serveur. « Pas tout de suite. » Il se leva, se rendit aux toilettes et s'aspergea le visage d'eau froide. Son reflet lui renvoya l'image d'un homme au sommet de sa réussite, mais cette image lui parut étrangement distante. Il s'essuya les mains. Le porte-clés 12B semblait peser une tonne dans sa poche. Le souvenir de ses débuts modestes pesait tout autant. Dans le couloir, Stéphane le rejoignit. « Votre intervention dans 10 minutes. Je suggère de conclure par « Une ville d'avenir est une ville solidaire. » C'est porteur pour la campagne. Nicolas approuva. La formule était efficace, mais elle lui semblait vide de sens. De retour à sa table, il prit son téléphone et lança une application de navigation. Il entra l'adresse, rue des Fleurs, 247, Normandie. Le point s'afficha sur la carte, dans un village situé à une quinzaine de minutes d'une sortie d'autoroute, une rue paisible bordant une place aux arbres majestueux. Il laissa la carte affichée. Son cœur s'emballa, différemment de tout à l'heure. C'était le rythme d'une décision qui mûrissait. Stéphane le sentit. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. On en reparle après. Nicolas verrouilla l'écran. Par la baie vitrée, il observait la rue. Un coursier à vélo fila, son sac de livraison sur le dos. Un couple se querellait près d'une voiture. La vie suivait son cours. Le garçon du parking était peut-être encore là. Ou il s'était déjà fondu dans l'anonymat de la ville. Mais la lettre, elle, demeurait. Nicolas s'assit, inspira profondément et, pour la première fois de la soirée, une pensée simple s'imposa. Puisque j'ai menti en prétendant ne pas savoir lire, la moindre des choses est de vérifier cette adresse. Il ne nomma pas ce sentiment. Ni culpabilité, ni pitié, ni compassion. Juste une tâche à accomplir, une sorte de nouvelle routine. Monsieur Lambert. Stéphane était là, ponctuel. On y va, dit-il d'une voix qui se voulait assurée. Il se dirigea vers l'estrade. Il allait parler, sourire, poser, comme d'habitude. Mais désormais, il y avait ce point sur la carte, ce numéro sur un vieux porte-clés, ce nom sur une lettre. C'était simple, clair, et c'était ancré en lui. Il savait que la soirée ne s'achèverait pas avec le champagne. Et que sa vie, elle non plus, ne serait plus jamais la même. Nicolas passa le reste de la soirée à chasser l'image du billet, mais elle revenait sans cesse, l'écriture fragile, les mots, mon fils, l'adresse. Le lendemain matin, l'esprit encore embrumé, il prit sa voiture et roula au hasard. Il espérait que la routine du travail dissiperait son trouble, mais la voix de l'enfant résonnait en lui. C'est important, monsieur. À un feu,
une idée fulgurante. Si le garçon était encore dans les parages, il ne devait pas être bien loin. Les enfants des rues ont leur territoire. Nicolas s'engagea dans une ruelle, rejoignit une artère moins fréquentée et se gara. Il ôta sa veste, retroussa les manches de sa chemise et se mit à marcher. Il ne lui fallut que 5 minutes pour le repérer, assis sur le rebord d'un trottoir, mâchonnant un morceau de baguette rassis, la lettre toujours entre ses doigts. Et, l'interpella Nicolas. L'enfant leva des yeux étonnés. « Je ne pensais pas vous revoir. » Nicolas eut du mal à déglutir. Il ne savait pas lui-même pourquoi il était revenu. Seulement qu'il le fallait. Il désigna le papier. « Tu l'as eu où ?» Le garçon haussa les épaules. « Dans un sac de vêtements qu'une dame a déposé. »« Un don. » Je voulais prendre un pull, et le papier est tombé. J'ai rien compris, juste vu les mots « mon fils ». Sa voix flancha, mais son regard resta déterminé. Alors, je l'ai gardé. Nicolas garda le silence un instant. Le garçon ne semblait pas mentir. Il parlait comme quelqu'un qui s'accroche à un espoir infime. « Tu t'appelles comment ?»« Léo. »« Léo, est-ce que tu connais une certaine Valérie Leclerc ?» L'enfant secoua la tête. « Non. Mais quand j'ai vu mon fils, je me suis dit que ça pourrait être pour moi. » Nicolas respira à fond. La lettre était gravée dans sa mémoire. Si elle disait vrai, cet enfant avait une famille, un passé qui l'attendait au 247, rue des Fleurs. « Et pourquoi t'adresser à moi, hier ?» risqua-t-il. Léo mordit dans son pain, réfléchit, puis répondit avec une simplicité désarmante, « Vous aviez l'air de quelqu'un qui sait lire. » Les autres se sont moqués. Nicolas sentit le sang lui monter aux joues. Il avait fui, et le voilà de retour, confronté à ce qu'il avait voulu ignorer. Le garçon serra la lettre contre lui. « Vous pouvez m'emmener là-bas ?» Nicolas regarda sa Porsche garée plus loin, sa montre de luxe, la foule indifférente. Un conflit intérieur le tiraillait. Une réunion l'attendait dans moins d'une heure, mais cette adresse l'attirait comme un aimant. Finalement, il dit seulement « monte ». Les yeux de Léo s'agrandirent. « Vraiment ? On va voir ce qu'il y a dans cette boîte bleue. » Le garçon se leva, incrédule, puis courut vers la voiture. Il caressa la vitre, comme pour s'excuser de l'empreinte de la veille. Nicolas lui ouvrit la portière. Léo s'installa, tenant la lettre comme un talisman. Nicolas démarra. Le moteur gronda. Le GPS attendait une destination. Rue des Fleurs, 247, annonça Nicolas en saisissant l'adresse. La voiture s'inséra dans le trafic. La ville défilait, et avec elle, la certitude que ce voyage ne serait pas anodin. Le GPS estimait le trajet jusqu'au village normand à 15 minutes. Pour Nicolas, c'était une éternité. La voiture filait sur la route, mais dans l'habitacle, le silence était assourdissant. Léo, blotti dans son siège, observait le paysage avec une curiosité intense, comme si chaque élément était nouveau. Il tenait fermement sa lettre, sa seule carte. « Tu as déjà voyagé comme ça ?» demanda Nicolas pour meubler le silence. « À part en bus ou en camion ?»« Une fois, je crois. Jamais en Porsche. » Un sourire en coin se dessina sur les lèvres de Léo. « C'est agréable. » Nicolas toussauta, ne sachant s'il devait rire ou changer de sujet. Il jeta un œil au tableau de bord. Tout était parfait, précis, comme sa vie l'avait toujours été. Jusqu'à ce qu'un enfant des rues vienne perturber cet équilibre. La rue des Fleurs, ça te dit quelque chose? Non. Jamais entendu. Léo examinait la lettre sous toutes ses coutures, en quête d'un indice supplémentaire. Mais il doit y avoir un truc là-bas. Nicolas agrippa le volant. Il ne voulait pas se l'avouer, mais une certaine nervosité le gagnait à mesure qu'ils approchaient. Le sentiment de s'immiscer dans une histoire qui le dépassait. Pourtant, il ne pouvait plus reculer. La voiture quitta l'axe principal pour s'engager sur des routes de campagne. Les bâtiments modernes laissèrent place à des maisons en pierre, des fermes anciennes, des arbres majestueux. Du linge séchait sur des fils tendus dans les jardins. Léo se colla à la vitre. « C'est plus comme chez moi, ici », dit-il avec une franchise qui toucha Nicolas. Enfin,
La voix du GPS annonça « Vous êtes à destination ». La Porsche s'arrêta devant un portail rouillé. Le numéro 247 était peint en bleu écaillé. La maison était délabrée, le toit affaissé, une fenêtre rafistolée avec du plastique. Elle semblait inhabitée. Nicolas coupa le contact. Un chien aboya au loin. Léo sauta de la voiture, se précipita vers le portail et le poussa. Il n'était pas verrouillé. C'est là. C'est forcément là. Ils pénétrèrent dans la cour envahie par les herbes folles. Des tuiles cassées et une vieille poussette gisaient là. Léo gravit les marches et poussa la porte. Elle s'ouvrit dans un grincement sinistre. Une odeur de renfermé et de poussière les accueillit. Nicolas alluma la torche de son téléphone. L'intérieur était vide, hormis quelques meubles démantibulés et de vieux journaux. Le plancher protestait sous leurs pas. Léo avançait, comme guidé par un instinct. La lettre parle d'un grenier, c'est ça? Oui, et d'une boîte bleue. Ils découvrirent un escalier de meunier. Nicolas monta le premier, le cœur battant. Le grenier était exigu, encombré de cartons, de vieux vêtements et de jouets abîmés. Léo le suivit, essoufflé. Bleu, bleu, répétait-il en fouillant les environs. Nicolas balayait l'espace de son faisceau lumineux. La poussière dansait. Et puis, au fond, derrière une pile de revues, il aperçut une boîte en carton peinte en bleu, le couvercle à moitié soulevé. Là. Léo s'agenouilla devant la boîte et l'attira à lui. Un nuage de poussière s'éleva. L'enfant toussa, mais ne s'arrêta pas. Il souleva le couvercle avec une infinie précaution. À l'intérieur, peu de choses, mais chacune semblait chargée d'histoire. Une photo sépia d'une jeune femme tenant un nourrisson, un chausson de laine, un jouet en plastique et d'autres papiers. Léo s'empara de la photo. « C'est ma mère ?» demanda-t-il, les yeux rivés sur l'image. Nicolas s'approcha. La femme sur la photo avait les mêmes yeux sombres que lui, un sourire las mais tendre. Oui, c'était possible. Le bébé avait la même oreille que Léo. Je crois bien. Nicolas déglutit avec peine. Le garçon resta silencieux, contemplant la photo comme un reflet de lui-même qu'il n'avait jamais connu. Il saisit ensuite une enveloppe cachetée. Il l'ouvrit. Une autre lettre, de la même écriture tremblante. Léo, mon trésor, si tu lis ces mots un jour, sache que ce n'est pas par manque d'amour que je t'ai laissé. Je n'avais pas le choix. J'ai conservé ces quelques souvenirs pour que tu saches que tu es mon fils. Tu es ce que j'ai fait de plus beau. Les mains de Léo tremblaient. Ces mots étaient comme une source d'eau vive après une longue traversée du désert. Nicolas l'observait, envahi par un sentiment étrange, un mélange de culpabilité et de devoir. Il n'avait jamais envisagé la paternité, jamais voulu de cette fragilité. Mais là, face à cet enfant découvrant ses origines, il était le seul témoin. Elle a écrit ça pour toi, dit Nicolas d'une voix enrouée. Léo caressa les lignes, comme pour sentir la présence de sa mère. Alors, je ne suis pas un moins que rien. J'ai une maman. Nicolas hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Le garçon continua d'explorer la boîte et y trouva un document officiel. Un acte de naissance. Mère, Valérie Leclerc. Père, non mentionné. Regardez. S'exclama Léo. C'est bien moi. Nicolas examina le document. Il était ancien, mais parfaitement lisible. La date de naissance correspondait. Tu as des racines, murmura Nicolas. Léo sourit à travers ses larmes. Il serra la boîte contre lui comme s'il étreignait sa propre vie. Nicolas respira profondément. Le poids de cette révélation pesait aussi sur ses épaules. Lui qui ne s'était jamais intéressé à la vie des autres se trouvait au cœur d'un drame intime. Son téléphone vibra. Stéphane Dupont. Réunion imminente, tout le monde vous attend. Nicolas l'ignora. Pour la première fois depuis longtemps, ses affaires pouvaient attendre. Il contempla le grenier, ses murs décrépits, la poussière, ses objets du passé. En cet instant, c'était le lieu le plus important au monde. Léo, on emporte la boîte. Tu ne peux pas la laisser ici. C'est vrai? Les yeux du garçon s'illuminèrent. Bien sûr. Elle t'appartient.
Léo se jeta dans les bras de Nicolas. Une étreinte puissante, inattendue. Le millionnaire se raidit un instant, puis ses bras entourèrent les frêles épaules. Il sentit cette ossature fine, cette force fragile. Et pour la première fois, il comprit. Ce qui comptait, ce n'était ni la voiture, ni les montres, ni les réceptions. C'était cet instant, un enfant qui retrouvait son histoire. Au fond du grenier, il y avait aussi un petit coffre-fort rouillé. Nicolas l'avait repéré. Il ne dit rien, mais son regard s'attarda dessus. Peut-être contenait-il d'autres secrets. Mais pour l'heure, seule la boîte bleue importait. La preuve que Léo n'était pas seul. Et Nicolas, envers et contre tout, sut qu'il ne l'était plus non plus. Nicolas redescendit du grenier avec la boîte bleue, suivi de Léo qui pressait la photo de sa mère contre son cœur. La poussière retombait lentement, mais pour le garçon, c'était une pluie d'or. Chaque objet était un fragment de son identité. Dans le salon dévasté, Nicolas posa la boîte sur une table. Le silence était palpable, seulement troublé par un aboiement lointain. Léo humait l'air, comme pour s'imprégner de l'atmosphère du lieu. Il ne faut rien laisser, dit Nicolas en se passant la main dans les cheveux. Cette maison risque d'être occupée. Et le reste ? Léo désigna l'escalier menant au grenier. Nicolas hésita. Le coffre-fort rouillé l'intriguait. Il connaissait les coffres-forts, mais pas de ce genre, si ancien et si bien caché. Ils remontèrent. Le coffre semblait scellé au plancher. Léo tenta de le bouger, en vain. Nicolas s'accroupit et tira de toutes ses forces. Il était lourd, mais il finit par le déplacer jusqu'à la lumière de son téléphone. « On l'ouvre comment » demanda Léo, fébrile. La serrure était corrodée. Nicolas essaya de la forcer, sans succès. Il avisa un vieux tournevis, et après quelques tentatives, un déclic se fit entendre. La porte céda. Ils restèrent figés. À l'intérieur, des liasses de billets, des documents et un petit agenda en cuir. Léo saisit l'agenda, souffla dessus et l'ouvrit. Des pages remplies d'une écriture rapide. « C'est son écriture », murmura-t-il. « C'est maman. » Nicolas le feuilleta. Des notes diverses, rendez-vous médicaux, noms de médicaments, pensées affectueuses. Et ces phrases qui revenaient sans cesse, prendre soin de Léo, ne pas l'oublier, laisser des traces. Elle savait qu'elle risquait de ne pas revenir, dit Nicolas à voix basse. Léo ouvrit une des enveloppes. Elle contenait une somme d'argent modeste, mais qui représentait une fortune pour un enfant des rues. « C'est à nous » demanda-t-il, n'osant y croire. Nicolas pensa à tous les chèques qu'il avait signés sans même en regarder le montant. Ces quelques billets avaient une toute autre valeur. Ce n'était pas de l'argent, c'était l'ultime geste d'une mère. « C'est à toi, Léo. C'est ton héritage. » Pour la première fois, le garçon pleura. Des larmes silencieuses, retenues, qui semblaient libérer des années de solitude. Il serra l'enveloppe, l'agenda, la photo. Nicolas le regardait, la gorge nouée. Il ne savait que faire. Sa vie était faite de transactions, pas d'émotions. Son téléphone vibra. Encore Stéphane. Le maire s'impatiente. Nicolas ignora l'appel. « Tu as un endroit où dormir » demanda-t-il au garçon. « Je dormais sous le pont, mais maintenant, j'ai ça. » Il montra la boîte. Nicolas respira un grand coup. Il sentait qu'il avait franchi un point de non-retour. « À partir de ce soir, tu ne dormiras plus sous le pont. » Les yeux de Léo s'écarquillèrent. « Comment ça ?»« Tu viens chez moi, » dit Nicolas, d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Le temps de trouver une solution, tu ne seras plus à la rue. » Le garçon sourit à travers ses larmes, comme s'il venait d'entendre une promesse incroyable. C'est là que Nicolas sut que sa vie venait de basculer. Il ne s'agissait pas d'un simple acte de charité, mais de se reconnecter à sa propre humanité. En refermant le coffre-fort vide, il comprit que la vraie clé n'était pas celle qui ouvrait le métal, mais celle qui ouvrait le cœur, et elle se trouvait dans le regard de Léo. La Porsche roulait sur l'avenue, mais Nicolas n'était plus pressé. Léo, assis à côté de lui, la boîte bleue sur les genoux, contemplait la photo de sa mère. Les feux de la ville se reflétaient dans ses yeux comme des constellations. Nicolas le regardait par intermittence.
C'était une scène surréaliste. Un enfant des rues dans sa voiture de luxe. Et pourtant, jamais il ne s'était senti aussi juste. Ils arrivèrent à sa grande demeure vers 20 heures. Le portail s'ouvrit silencieusement. Léo resta bouche bée devant le jardin paysager, la piscine éclairée, la façade majestueuse. « C'est ici que vous habitez » demanda-t-il, ébahi. « Oui » répondit Nicolas, mais il ressentit une pointe de honte. Ce luxe ostentatoire, ce silence, et lui, seul au milieu. Léo descendit de la voiture, émerveillé. Il toucha le marbre, le verre, le laiton. Puis il se tourna vers Nicolas. « Je peux entrer » Nicolas hésita. Jamais personne n'avait franchi son seuil sans y être invité, mais ces règles n'avaient plus cours. « Tu peux. C'est aussi chez toi, maintenant. » Léo entra, portant sa boîte bleue. Il admira le salon immense, les canapés design, les toiles de maître. Puis il s'assit par terre, sur le tapis, et déballa ses trésors, la photo, les chaussons, les lettres. Nicolas l'observait, debout. La scène était incongrue, un enfant de la rue au milieu de son univers aseptisé. Mais il apportait une vie que tout son argent ne pourrait jamais acheter. Nicolas. Le garçon leva les yeux. « Pourquoi vous m'avez aidé » La question le désarçonna. Lui qui avait toujours réponse à tout resta sans voix. Il prit une grande inspiration. « Parce qu'en te voyant avec cette lettre, j'ai compris que j'avais moi-même oublié de lire l'essentiel dans ma propre vie. » Léo ne comprit pas tout, mais il sourit. Il serra la photo de sa mère contre lui et s'allongea sur le tapis, vaincu par la fatigue. Il s'endormit là, au milieu de ses souvenirs. Nicolas le regarda. Cet enfant qui n'avait personne, et qui lui accordait une confiance absolue. Il ressentit une émotion oubliée. Une responsabilité. Pas celle des affaires, mais celle d'un être humain envers un autre. Le lendemain, il appela Stéphane. « Annule tous mes rendez-vous de la semaine. »« Mais monsieur, le maire, annule, je t'expliquerai. » Il raccrocha. En revenant au salon, il trouva Léo endormi, tenant toujours la photo. Il le couvrit d'un plaid et s'assit. Pour la première fois, il ne pensait pas à ses investissements. Il pensait à l'avenir de cet enfant. Les jours suivants, Nicolas se consacra à Léo. Il l'emmena à la mairie pour régulariser sa situation, puis chez un médecin. Il lui acheta des vêtements neufs, mais Léo préférait ses baskets et ses t-shirts. Le garçon s'émerveillait de tout, un stand de pop-corn, un chien qui jouait, une mélodie à la radio. Nicolas se surprit à rire avec lui. Un après-midi, au bord de la piscine, Léo lui demanda « Vous avez eu des parents ?» Nicolas soupira. « Oui, mais ils étaient très occupés. Mon père pensait que l'argent pouvait tout acheter, et j'ai fini par le croire aussi. » Léo réfléchit, puis dit « L'argent, ça achète des choses, mais ça n'achète pas un câlin. » Nicolas fut touché. Venant d'un adulte, la phrase aurait été banale. Mais venant d'un enfant qui avait connu la rue, elle était d'une vérité poignante. Un mois plus tard, Nicolas retourna à la maison de la rue des Fleurs avec Léo. Il voulait clore ce chapitre. Une voisine âgée, Monique Bernard, les aborda. « Tu dois être Léo, dit-elle, les larmes aux yeux. J'ai connu ta mère, Valérie. Elle parlait sans cesse de toi. Elle m'avait confié des documents, mais je ne savais pas comment te retrouver. » Elle lui remit un dossier. Il contenait d'autres lettres, des photos et un journal intime. Léo serra ce nouveau trésor contre lui. Nicolas la remercia. Il sentait que le destin était à l'œuvre. Ce soir-là, de retour à la demeure, Nicolas dit à Léo, « Écoute, tu n'as plus à retourner à la rue. Si tu es d'accord, tu peux rester ici. » Les yeux du garçon s'embuèrent. « Vous êtes sérieux ?»« Très sérieux. Pas comme un invité. Je veux qu'on soit une famille. » Léo se jeta dans ses bras. « Alors j'ai une maison, et j'ai quelqu'un. » Nicolas ferma les yeux. Cette étreinte était celle qu'il avait toujours voulu recevoir de son propre père. La vie lui offrait une seconde chance. Quelques mois plus tard, lors d'une interview sur la philanthropie, un journaliste demanda à Nicolas « Quel est le plus grand investissement de votre vie ?» Il sourit. Il ne parla pas d'immobilier ni de finance. Il regarda Léo,
assis à ses côtés, et répondit, « Mon plus grand investissement a été d'apprendre à lire ce qui n'est pas écrit. De comprendre que la vie n'est pas faite de chiffres, mais de liens. » Le public applaudit. Léo sourit, rempli de fierté. En quittant la salle, Nicolas se souvint de cette nuit où il avait menti à l'enfant en prétendant ne pas savoir lire. C'était faux. Aujourd'hui, il n'avait plus besoin de se mentir. Il maîtrisait la plus importante des lectures, celle du cœur. La leçon était claire. L'argent pouvait tout acheter, ou presque. Mais seul l'amour pouvait donner un sens à tout cela.